Je pense que chaque métier de passion, c'est le plus beau des mauvais rêves parce que tu mets tout dedans. Tu mets tout ce que tu es et même parfois ce que tu n'es pas. Bienvenue dans les coulisses de l'audace, un podcast chaleureux et intimiste qui entend donner la parole à des personnalités atypiques, lesquelles ont fait preuve du courage et de l'audace requises pour honorer leurs rêves et autoriser une vie hors des sentiers battus. Je m'appelle Cindy Trier, auteure, conférencière motivationnelle et j'ai un leitmotiv, celui d'inspirer, motiver, insuffler l'énergie requise pour accompagner avec entrain votre réussite. Vous souhaitez prendre votre envol, nul doute, je serai votre tremplin. Avec toute mon affection et ma conviction profonde selon laquelle il est possible de rêver grand, de rêver fort, de rêver loin. Il m'a fait l'honneur de regagner les studios Tremplin. Mesdames, messieurs, me voici ce jour aux côtés de Jérémy Cordero, cofondateur du groupe Rivers, aujourd'hui auteur-interprète à la voix sincère et au parcours profondément humain. Sélectionné parmi 57 000 candidatures pour The Voice, il renaît après des années d'épreuves avec un album touchant et un spectacle bouleversant, le syndrome de l'imposteur. Place à un artiste qui a osé transformer la douleur en lumière. Cher Jérémy, comme je suis heureuse Moi aussi. de t'accueillir. Mais quel bonheur! Je suis très content. Je t'en prie, prends place. Merci. Comment vas-tu? Ça va. Super. Ça va. Tu as fait la route. Oui, Je te remercie infiniment d'avoir ainsi regagné les studios Tremplin. avec plaisir. J'ai vraiment hâte qu'on puisse parler de ton histoire, de ton parcours, de ce qui fait ta personne. Et si tu me le permets, j'aimerais un instant remonter le temps Ouais. et te demander quel était le petit Jérémy? Quels étaient tes rêves? Quel était ton tempérament lorsque tu étais garçon? Alors en fait, j'avais un tempérament à être très souvent entouré d'adultes, Oui. à être beaucoup dans les conversations d'adultes. J'étais plutôt un meneur et ça passait pas partout. Je m'interrogeais beaucoup sur la vie, sur le sens de la vie et les conversations d'adultes me percutaient plus que la vie avec les enfants, même si j'avais des copains quand même. Mais ouais. C'est fou ce que tu dis. Je crois que c'est la première personne euh, avec laquelle je peux m'identifier. J'ai ce souvenir de mon enfance où c'était exactement la même chose. Je ne me reconnaissais pas dans les enfants, mais beaucoup plus dans les conversations d'adultes. C'est vrai? Ah ouais. Parfait. Et le fait finalement de se sentir un peu sur le côté, un peu à l'écart, un peu exclu, parce que finalement une espèce de maturité étonnante qui faisait que j'adorais m'entourer de personnes plus âgées. Et ça se passait pour toi aussi comme ça. Ouais, parce que en fait, je ne m'identifiais pas au monde des enfants. J'étais un enfant qui avait beaucoup d'imagination. Je pouvais rester très souvent dans ma chambre Oui. ou devant les films parce que j'adore le cinéma. Et depuis très jeune, le cinéma d'adulte, quoi. J'étais sur du cinéma d'adulte. À l'âge de 4 5 ans, j'étais déjà sur les thrillers et qui a tué qui et pourquoi et comment on amène ça. Je sais pas pourquoi, je saurais pas tellement l'expliquer, mais la féerie, la rêverie m'intéressait pas des masses, vraiment. Par contre, les problèmes d'adultes, moi je me faisais remballer, hein. Autant vous dire, je m'installais à table, et pourquoi ça, et pourquoi ça, ah oui, c'est vrai, non mais moi je pense, oui enfin Jérémy tu as 4 ans et demi, si tu penses, c'est déjà bien, mais non ouais c'était, c'était moi, et j'étais hyper actif en plus, Aïe, aïe, aïe. hyper actif, une sensibilité complètement à fleur de peau, de la rêverie, parce que j'étais un enfant, mais de la rêverie d'adulte quoi. Et tu rêvais de quoi alors à cette époque-là? Je pense que je rêvais de communication, je rêvais d'être humain, je rêvais de partage, je rêvais de tout ça. Je rêvais de monter sur scène. C'est une Déjà. certitude, oui. Déjà à ce Oui, oui, moment-là. oui. En tant que chanteur, je l'ai découvert plus tard, mais en fait, ne serait-ce que de pouvoir provoquer de l'émotion, et surtout chez les gens que j'aimais, c'est vite devenu important pour moi. Les larmes dans les yeux, le rire, l'humour, la compréhension, une forme de partage très tôt.
C'est super beau ce que tu dis. Et t'as mis la barre haute dès la première réponse, hein. Bah non, mais je ne sais pas, mais non, mais c'est vrai que j'ai été entre guillemets par la vie forcé d'être un enfant comme les autres. J'ai joué dans la cour, fait des cabanes, piqué les bouts de bois chez le voisin pour aller faire la cabane dans le jardin. J'ai fait tout ça, mais seul dans ma chambre à rêver plus grand, c'était très tôt. Première scène, 5 ans. C'est formidable. Et tu sais, souvent quand on est enfant, on a des rêves, et puis quand on grandit un peu, on devient adolescent, puis on a nos tourments, on a nos questionnements, nos interrogations, on n'est pas toujours bien dans sa peau ou dans sa tête. Toi, est-ce que la musique, à ce moment-là, ça faisait encore partie de tes projets, de tes ambitions? Je comprends très très vite que ça va être un moyen de séduction. Je comprends très vite que la musique, ma voix, qui n'était bien évidemment pas celle que j'ai aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup travaillé pour ça, mais je comprends très très vite que la musique, ma voix, le show, quelque chose de, c'est séducteur. Je vais très bien vivre avec ça. Ce que je vais pas comprendre, c'est que les autres, eux, ne le vivent pas aussi bien que moi. Le fait que je puisse avoir envie de prendre beaucoup de place sans forcément avoir envie de faire de mal à qui que ce soit. Ah, de la Et jalousie un peu? oui, et puis je ressemblais pas aux petits garçons, je ressemblais pas aux ados de mon âge. J'ai commencé la danse à 7, 8 ans, jusqu'à l'âge de 13, 14 ans. Ma prof de danse voulait que je fasse le conservatoire et tout ça. Des vraies prédispositions, là. Déjà dans la famille, ma maman étant lusitane, donc communauté gitane portugaise. Très bien. Voilà, sédentaire. Et mon papa étant vendéen, voilà, un bon ventre à choux qui aime bien, qui aime s'amuser. On ne sait pas comment ils se sont rencontrés ces deux-là, mais bon, Ça a matché. ça a matché, ça a matché. Une histoire d'amour très 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 fusionnelle, très passionnelle, trop peut-être par moment. Moi, je grandis, comme dit, il me semble que c'est Patrick Swayze dans Dirty Dancing. Je suis élevé dans un milieu où si tu sais pas danser, t'es pas un homme, quoi. Donc, je grandis dans un milieu musical. Ma mère est médaille d'or d'accordéon au Portugal dans ses jeunes années. Mon père, on lui donne un instrument en 30 secondes, il sait à peu près bien, même très bien en jouer. Et on grandit là-dedans. Moi, je grandis dans un cocon qui est relativement sécurisant parce que je peux chanter, je peux danser, je peux faire le show, je suis pas jugé. Ouais. Mais par contre, quand je me confronte au monde extérieur, aux garçons de mon âge qui eux sont plutôt footeux, Oui. dragueurs, mais qui galèrent, Mm, mm. on va très tôt commencer à se moquer de moi. Ah, zut. Très tôt. Ah, mince. Et ils vont révéler assez tôt. Je suis très entouré à ce moment-là. J'ai peu d'amis garçons, mais ils sont essentiels. J'ai beaucoup d'amis filles parce que strass, paillettes, et puis parce que je suis plus dans leur monde Que dans celui de la que masculinité voilà, que traditionnelle. dans celui de la masculinité même toxique. Hein, je dois être un garçon, donc je dois faire du foot, donc je dois faire du sport, donc je dois. Moi, j'étais bon un peu en course, un peu en athlétisme, un peu en gym. J'étais pas bon au foot. J'ai voulu faire comme mon frère. Papa, je veux faire du foot. J'ai pris un ballon dans le faciès. Je suis rentré à la maison. Je veux plus jamais faire de Oh, foot. aïe, aïe, aïe. J'étais insensible. Je le suis toujours, mais j'étais insensible. Alors tu vois, c'est magnifique, je te remercie pour ta transparence, pour ce partage, c'est captivant. Concrètement, on va faire un petit peu un saut dans le temps. Ouais, Et je crois que c'est en 2016 où tu fondes avec tes amis ouais, un groupe qui s'intitule tout simplement Rivers, ouais, me semble-t-il. ouais, Et là, tu t'inspires de Muse, tu t'inspires de Queen, tu t'inspires de voix telles que Florent Pagny, oui, Slimane, oui, Patrick Fiori. oui. Et concrètement, pendant 4 ans, tu vis quelque chose de formidable. C'est une belle ascension, un beau travail de groupe. Comment tu vis ces années-là aux côtés de tes compagnons de musique? En fait, c'est là où j'ai appris tout le métier. C'est-à-dire que j'ai fait du studio, j'ai appris à composer alors que je ne suis pas musicien. J'ai appris à composer avec le seul instrument que j'ai, donc ce sont mes cordes vocales. Ouais. J'ai appris à écrire, et pas qu'en français, puisque l'album que nous avons sorti, qui s'appelle Fear, en 2016, traite des peurs sociétales et exclusivement en anglais. J'apprends tout, et encore une fois dans une ambiance hyper sécurisante, Oui. parce que je suis victime d'une chose, et on en parlera peut-être et sûrement un petit peu plus tard. Je suis victime du syndrome de l'imposteur. Je ne sais rien faire seul. J'ai besoin d'être entouré, validé, de me sentir aimé. Et à ce moment-là, je me sens en sécurité et je suis
pour le coup, par contre, je peux être redoutable. Mais à partir du moment où je me sens porté par une énergie qui est commune, je me prends d'amitié pour ces personnes-là. C'est d'abord une histoire d'amitié très très forte, parfois encore une fois trop forte. Les artistes et leur sensiblerie. On va se mettre à écrire, on va se mettre à composer et on va vouloir mélanger les styles parce que moi j'arrive de la variété. Mon père écoutait Claude François, Michel Sardou, artistes très très engagés et moi j'ai ça dans l'ADN très fort de textes qui veulent dire quelque chose, qui sont importants. Et je rencontre des mecs qui écoutent Metallica quoi. On cherche pendant longtemps, de 2013 à peu près jusqu'à 2015. Et en 2015, il y a une révélation. On trouve le style, les instruments qu'on veut mettre dessus, la manière de chanter, la manière d'aborder la musique. On trouve vraiment une manière commune. Et là, on se met à composer ce qui va être notre premier album, Fear. Et là, c'est assez fou cette histoire-là parce que finalement, pendant 4 ans à peu près, Ouais, tu vas pouvoir opérer sur de belles scènes, ouais. vous allez vivre pleinement ce métier d'artiste. Et puis, d'un coup d'un seul, on arrive aux alentours de 2020. Et là, c'est finalement le drame. Votre premier album vient de sortir, vous êtes en pleine ascension. Et si je ne me trompe pas, bien cette période du Covid arrête tout de but en blanc. Et là, du coup, séparés physiquement, les scènes étant fermées, vous ne pouvez pas poursuivre cette aventure humaine et musicale. Comment tu vis cette période-là de ta vie? Ben, en fait, on nous commande un album. On a trouvé notre style, on a écrit, on nous commande un album parce que on a une grosse maison de production derrière et qui va faire de nous des stars. On est engagé sur des gros festivals comme le Festival de Poupée, des choses qui sont immenses. En première partie de gros artistes, on travaille une tournée qui s'apparente un peu à rock versus classique avec des musiciens, de la philharmonie et on est comme des fous. On sort l'album 2 semaines après le confinement. Oh purée. On perd. 2 semaines après. En un mois, on perd financement, communauté, parce que les gens se recentrent énormément. Ce que la société a fait en termes de peur et de terreur au moment du Covid, on perd notre communauté, l'échange avec la communauté, tout le monde est très autocentré, tout le monde est très... Mais c'est normal. Oui, On dans a ta peur, partie belle. Oui, on oui, nous oui. interdit de sortir dans les rues, on nous vend ça comme étant une épidémie qui va décimer, et on perd tout. On perd les financements, on ne se voit plus physiquement, on doit apprendre à composer les uns avec les autres sans se voir, sans les jeux de regard, sans l'alchimie, sans le rire, sans avoir mangé une pizza en se disant «Ah, j'ai une idée!» On n'a plus ça. On n'a plus ça. Et moi, j'ai littéralement une descente aux enfers. Ouais. Je perds tous mes repères. Je perds tous mes repères. Je me rends compte que la personne avec qui je partage ma vie n'est possiblement pas la personne avec qui je vais terminer ma vie, Oui. parce qu'on est H24 ensemble et que ben, on n'est possiblement pas fait pour vivre H24 avec quelqu'un. Je perds mes amis et vraiment, je me mets à faire n'importe quoi. Oh. Je n'assume plus mon rôle de chanteur. Je fais du playback sur les vidéos qu'on sort. Je perds complètement pied. Je ne suis plus là. Et je vais énormément décevoir à ce moment-là. Je vais énormément décevoir le groupe à tel point que on va prendre la décision de se séparer. Oh, c'est plus dur encore que ce que je pensais. Voilà. Oh mince. Voilà. Parce que c'est de ma faute. Ok. C'est de ma faute. Alors, indirectement, parce que je perds pied, hein, je rentre dans une forme de dépression qui passe par la réassurance de mes pairs, mais qui est un mensonge, et pour moi et pour eux, puisque je leur mens. On me demande d'effectuer des choses, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. C'est de la survie. T'es en mode fantôme. Ouais, ouais. Ok. Et je ne sais absolument pas l'expliquer. Et je n'ai réussi à l'expliquer que très très récemment. D'accord. En tout cas, merci du fond du cœur, là, vraiment, de ce partage qui est émouvant, qui est touchant, et à tel point que ce mal-être que tu nous partages, il va avoir des répercussions significatives, puisque tu vas décider d'arrêter de chanter et revenir à tes premiers amours, et en l'occurrence de te consacrer pleinement à ton travail d'accompagnant éducatif et social auprès d'adultes en situation de handicap. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier? Parce que j'ai besoin de comprendre l'être humain, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de prendre soin.
J'ai besoin de me remettre en question. Il y a un titre de film qui a fait des millions d'entrées qui s'appelle Un petit truc en plus, Oui. qui est une véritable leçon de vie. Non pas que le film, hein. Côtoyer ces gens-là qui ont une forme d'intelligence qui est complètement parallèle à la nôtre. On ne se rejoint pas. On n'est pas dans le même monde. C'est fascinant. C'est fascinant. Et apprendre avec eux et les aider à mieux vivre le quotidien qui est le nôtre. Dans une forme de ritualisation, dans de l'accompagnement, dans du jeu, dans de l'échange, dans du partage. C'est fascinant. Et heureusement que j'avais ce diplôme d'accompagnant éducatif et social, parce que je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Ça t'a sauvé, en Ça m'a fait. complètement sauvé. Oui. Ah oui, parce que au moment où on se sépare avec Rivers, je divorce et j'arrive dans le Tarn-et-Garonne. Parce que je suis bordelais et tout se passe à Bordeaux, moi, à ce moment-là. Ah oui, la grande ville, et puis là, tu rapatries un peu plus la campagne. Je cherche de la tranquillité et je cherche à comprendre pourquoi j'ai l'impression d'être un monstre. Woody, tu es dur avec toi-même. Bah, quand on fait du mal, il faut savoir le dire. Oui. Et voilà, donc j'arrive dans le Tarn-et-Garonne, je ne veux plus jamais chanter de ma vie, je veux mettre qui je suis au service de l'autre, d'une autre manière. Mais il y a des choses qui vont me rattraper. Exactement, et ces choses qui vont te rattraper, c'est notamment, me semble-t-il, un ami qui va te demander de chanter pour cette belle association qui est le Téléthon. Et là, tu vas te faire violence, sans doute remonter sur scène. Et qu'est-ce que tu vas ressentir au moment où tu vas te retrouver à nouveau face à ton public? C'est terrorisant parce qu'en fait, à ce moment-là, je travaille en EHPAD. Je fais des missions en tant qu'accompagnant éducatif et social auprès de personnes en situation de handicap et essentiellement trisomie 21 et autisme. Je travaille aussi en EHPAD parce que je suis seul et que j'ai besoin très rapidement de gagner ma vie, de prendre un appartement, de m'installer dans le Tarn-et-Garonne. Cet ami-là, c'est mon collègue de travail en EHPAD. Et un jour, l'animateur est pas là. Et moi, je prends le micro et je leur chante des chansons. Et il me dit, il y a le Téléthon à Moissac, il faut que tu viennes et tout ça. T'as toujours ta clé USB avec les chansons de l'EHPAD? Oui, oui, j'ai toujours ma clé USB. Donne-la moi. Je lui dis, ah non, 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 tu me fais pas une dinguerie. Donne-la moi. Oh, ça doit être Fais-moi stressant. confiance. Bon, je lui fais confiance. Il essuie un refus, mais il force un peu quand même. Parce que personne ne me connaît. Personne ne sait qui je suis. Et il dit, vous mettez celle-là. Et c'est SOS d'intérieur en détresse. Ok. Et je chante SOS d'intérieur en détresse. Et à ce moment-là, standing ovation dans la salle. Je prends une vague d'amour. Ah, ça me fait des frissons. Je prends une vague d'amour émotionnellement ingérable. Moi qui suis là juste pour faire plaisir à mon pote parce qu'il a envie de me voir briller 3 minutes, c'est mon visage qui est dans le journal le lendemain. Le Téléthon à Boissac. Le Téléthon à Boissac. Donc, bien évidemment, les petits encadrés, tout ça, et ma photo. En long, en large, en travers. Et là, je me dis, ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et le téléphone commence à sonner. Les réseaux, hein, mais le téléphone commence à sonner. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, on serait intéressé. Moi, j'ai une petite terrasse, on fait des petits trucs. Ah oui, bah, c'est vrai, je connais votre fils. Ah ben, ça vous tenterait pas de... Et je recommence à faire des petites choses. Ce que moi, je sais pas, c'est que c'est en train de me soigner. T'es en train de guérir et de retrouver finalement cette espèce d'âme d'enfant. Déjà, et en plus, je suis dans un endroit où personne ne sait que je me considère comme un monstre. Ah, d'accord. Tu vois ce que je veux Sur un dire? terrain neutre. Donc c'est-à-dire que j'arrive sur un terrain neutre où les gens, ils découvrent juste qui je suis et pas ce que j'ai fait. Je comprends. C'est thérapeutique, quelque part. Tu mets de la distance avec le passé, avec la souffrance. Complètement. Et quelque part, ça va pas s'arrêter là, puisque en 2022, ton meilleur ami Ouais, t'inscrit avec surprise, hein, tu ne le sais pas, ouais. à The Voice, où ta candidature est retenue quand même parmi 57 000 candidatures. Et là, tu te présentes, Ouais. tu chantes. J'ai ce souvenir de te voir chanter Mhm. et j'ai ce souvenir de frustration immense quand finalement on découvre que lors des auditions à l'aveugle, Ouais. les juges ne se retournent pas. Comment est-ce que tu as vécu à ce moment-là cette nouvelle montée d'adrénaline et je suppose cette espèce de déception profonde? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est l'histoire de ma vie. Oh,
en fait, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que, mais je le vis très bien, je le vis vraiment très bien. Mais je me dis, j'ai eu l'opportunité, on m'a vu, en fait, c'était le rêve de ma mère. Ah, C'était le rêve de ma maman de me voir à The Voice, elle aime le programme et tout ça. Je voulais pas tellement être médiatisé parce que déjà je ne savais pas où ça allait me mener. De oui. deux, je ne voulais pas gagner. Tout ce qu'on s'est dit quand j'ai commencé à faire parce que c'est des castings, hein. Aurélien, t'en as très Tout très à bien fait. parlé. J'ai regardé son passage avec toi qui est absolument fabuleux. Enfin, de toute façon, j'adore Aurélien, donc il y a plusieurs étapes de casting. Et à ce moment-là, je me dis, je vais avoir une médiatisation. Ça va peut-être me permettre de travailler, tout simplement. De faire un peu de scène, d'avoir des cachets qui sont peut-être Conséquent, plus bien conséquents. sûr. Du coup, de me remettre un pied à l'étrier, ça va être cool, ça va être fun. Mon meilleur ami, qui est mon colocataire à ce moment-là, parce que lui est venu me rejoindre dans le Tarn-et-Garonne, il est derrière moi, il est comme un fou. Et en fait, je me dis juste, C'est pas pas ta grave, trace. quoi. C'est pas ta trace. Ouais. C'est pas grave. T'arrives à te dire c'est pas grave parce que Oui. ça c'est beau parce que moi il y a quelque chose qui me touche quand j'ai fait des recherches sur ton profil. Mhm. C'est vraiment en fait finalement cette volonté de bien faire, avec cette sensibilité qui est la tienne, de donner tout ce que tu peux donner de meilleur. Et puis il y a toujours un espèce de paramètre extérieur qui fait que finalement ça s'effondre. Et au lieu d'abandonner, indépendamment de cette souffrance que tu as gardée au fond de toi pendant des années, tu reviens et tu reviens plus fort. Qu'est-ce que tu retiens finalement de cette période de haut et de bas? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense qu'il faut toujours faire du négatif dont on survit une béquille, une force. C'est vrai. Une force pour rester debout et ne garder que ce qui se passe de beau. Quand Nikos me tend le micro à ce moment-là et qu'il me dit vous n'avez pas été je l'imite très mal mais vous n'avez pas été pris mais comment vous vous sentez? Ce que je dis, c'est la vérité. J'ai quand même été validé Oui. par quelque chose qui est plus grand que moi. Au-delà de The Voice, on est sur TF1 à une heure de grande écoute. Je suis validé par quelque chose qui est immense. C'est une machine, On est TF1. d'accord. On est d'accord. Et à ce moment-là, j'ai intéressé quelqu'un qui a voulu et en savoir plus sur moi et en savoir plus sur mon histoire et qui m'a permis pendant 2 minutes 30 de pouvoir raconter quelque chose. Ouais. Plus loin, c'est mieux. La route change de direction. La route change de direction. Ce que je n'imagine pas, parce que les émissions, Aurélien vous l'a très très bien expliqué, en fait, on n'est pas en direct les premières émissions. Exact. Donc moi, j'apprends que je suis diffusé. Je me dis, bon ben, je vais être diffusé, ça va nous faire kiffer 3 minutes. Je vais me voir à la télé, ça va être cool. Sauf que le lendemain, mon téléphone surchauffe. D'accord. Je fais plus de 250 000 tweets C'est énorme. de ma prestation, avec parfois un peu injustifiée, une vague de haine, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi les fauteuils ne se sont pas retournés. De vague de haine, pas vis-à-vis de toi. Ah non, Vis-à-vis une vague de haine, ce n'est pas possible, il chante, c'est un vrai chanteur, mais allez regarder ce qu'il fait. Et en fait, là, je prends une vague d'amour, Oh. et je commence à signer des contrats partout. Ah, ça fait plaisir. Ça me met du bon au cœur. Ah, mais moi aussi! Moi aussi! Et je commence à signer des contrats partout, et je commence à me produire. Et il y a un truc qui vient illuminer ma vie, c'est que la petite notoriété que je commence à accéder va pouvoir servir à une cause. C'est le caritatif. Tout à fait. C'est-à-dire que mettre Jérémy Cordero The Voice saison 12, ça va ramener des gens. Oui. Et donc ça va ramener de l'argent. Et là, je commence à me lancer à corps perdu dans le caritatif. Sauf qu'il y a un hic, c'est que je me produis sur scène et que j'ai pas de chanson à moi. Oh, tu me fais un pendant. Attends. Alors, je reprends la main et je te pose la question suivante. Puisque, en effet, l'année passée, notamment, tu décides de créer un album et tu l'intitules Il était temps. Et moi, je peux me tromper, je peux dire des bêtises, mais je te dis comment je l'ai ressenti. J'ai vraiment le sentiment que t'as mis tes tripes, t'as mis ton cœur, t'as mis ton âme dans cet album. C'est presque un hymne à l'amour, à la résilience. Je sais pas, je l'ai trouvé magnifique, je voulais te le dire. Merci beaucoup. Et à tel point qu'il y a une chanson qui s'intitule Maman. Oui. Et je n'ai pu m'empêcher de notifier quelques-unes des paroles pour que, à la caméra ou les gens qui nous écoutent puissent découvrir le talent d'écriture qui est le tien. Tu me permets Avec plaisir. d'en dire 2-3 phrases?
J'ai pas toujours été le parfait, le standard, j'étais le rejeté, le montré, le bizarre, et tu m'as conforté par tant de tes histoires que j'étais née pour briller, pour illuminer le soir. Mais mais c'est magnifique. Je te jure parce que, tu sais, dans les casquettes qui sont les miennes, tu l'as compris, je suis auteure, Complètement. romancière, j'ai une passion pour les mots et je trouve que quand les mots offrent une musicalité et qu'ils offrent une âme, on le ressent, ça nous transperce et sans compter la mélodie et la voix que tu as posée derrière. Enfin, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu as ressenti en décidant d'autoproduire dans sa totalité cet album? En fait, j'autoproduis cet album en me disant que c'est le dernier. C'est un cadeau que je fais aux gens qui m'ont permis de revenir, de revivre, de renaître. Ouais. Donc, je me dis, il va falloir que je me raconte. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? J'ai envie de parler de ma maman. Je parle du monstre que j'ai regardé dans le miroir pendant quelque temps. Je parle aussi de pourquoi j'en suis arrivé là. Je parle d'amour. Parce que c'est universel. Je parle d'alcool Aussi. parce que c'est universel. Je parle de fête, je parle de déception. En fait, je parle de la vie. Et je sors une chanson qui s'appelle Il était temps, parce que l'album s'appelle Le syndrome de Le l'imposteur. syndrome de l'imposteur, autant Ouais. pour moi. Je me suis entendue dire la Et même le si- premier single s'appelle Il était temps, en fait. C'est même pas ce titre-là qui doit être single à la base. Je dis, je vais sortir un premier single, et il y a une nana qui me dit, ah, il était temps. Et j'y vais. C'est un signe. Ben, j'ai une chanson qui s'appelle Il était temps, quoi. J'ai une chanson qui s'appelle Il était temps. Donc, bah, on sort Il était temps, quoi. Il y a un succès sur les réseaux qui est mitigé. Par contre, sur les plateformes et en live, c'est le feu de Dieu. C'est incroyable. Tu sais, moi, je suis un peu frustrée parce que je t'ai pas encore vue sur scène. Mais un de ces quatre, là, il va falloir qu'on remédie à cela. Mais j'ai eu un regret. J'ai interviewé Aurélien, que j'ai Ouais, adoré, et ouais. je ne lui ai pas proposé de porter sa voix durant l'interview. Est-ce que tu aurais une chanson qui te tient à cœur de cet album? Maman, tu as été la première raison de sourire à la vie, à toutes les saisons. Maman, tu as été, sans poser de questions, ma plus fidèle alliée, mon unique maison. J'ai pas toujours été l'enfant qu'on dit modèle. J'ai fait mes premiers mots dans tes bras. J'ai ri mes premières fois dans tes bras. J'ai pleuré mes amours dans tes bras. Et tant de réconfort avec toi. Je voulais que tu sois fier de moi. Et j'aurais tant tout donné pour ça. Je sais que toute ta vie tu seras là, sans que je fasse quoi que ce soit. Ah, merci! Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Puis c'est dur le a cappella, Oui, t'as pas oui, de oui. phrase qui résonne correctement. Ah, merci du fond du cœur. Avec plaisir. Tu sais, Jérémy, je t'ai suivi sur les réseaux sociaux. J'aime cette façon que tu as de t'exprimer en transparence aux personnes qui te suivent. Et à un moment donné, tu as mentionné une phrase qui m'a bouleversée, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a affectée. J'ai compris le sens et j'aimerais que tu le partages si tu veux bien. Cette phrase que voici, le métier de chanteur, c'est le plus beau des mauvais rêves. Est-ce que tu saurais revenir sur cette phrase pour expliquer pourquoi tu l'as dit, et tu l'as dit d'ailleurs avec beaucoup d'émotion et de finesse? Euh, En fait, je parle du métier de chanteur parce que c'est mon métier et que c'est ma passion. Mais je pense que chaque métier de passion devient le plus beau des mauvais rêves. Parce que c'est du travail, c'est de l'investissement, c'est des répétitions, c'est des sacrifices, c'est du temps qu'on passe pas avec nos familles, avec nos amis, avec la personne parfois avec qui on vit. Et tout ça pour proposer quelque chose qui va, et tu es bien placé aussi pour le savoir, pour proposer quelque chose de solaire, pour proposer quelque chose de lumineux, qui va aider, qui tend la main à son prochain, sans que la personne que tu as en face de toi ne sache le quart de ce que tu as enduré pour pouvoir produire ça. Ah, là, ça m'émeut. Ça fait vraiment miroir. Ouais. Donc, je pense que chaque métier de passion, c'est le plus beau des mauvais rêves, parce que tu mets tout dedans. Tu mets tout ce que tu es.
Et même parfois ce que tu n'es pas, parce qu'il y a des faux semblants, parce qu'il y a des non-dits, parce que parfois on se dit, ah, il faudrait peut-être que je sois comme ça. Mais pas parce qu'on le veut, parce qu'on se dit que, là, ça marcherait peut-être mieux, là. Et ça fait mal, ça fait des griffures, ça écorche le cœur. Parce qu'on n'est pas soi. Et on sent combien c'est important pour toi. Et c'est vrai que c'est étonnant. Et ça fait plusieurs fois que je le dis dans l'interview et au risque d'être redondante. C'est vraiment, je sais pas, il y a quelque chose que je comprends parce qu'il y a des efforts que l'on fournit. On pense toujours que c'est simple, que c'est évident, que c'est facile. Complètement. Et on se rend pas forcément compte de l'énergie déployée derrière pour tenter d'être à la hauteur. Et d'être à la hauteur en se respectant, en respectant les valeurs qui sont les nôtres. Quand bien même on évolue parfois à contre-courant. Et je sens pour toi que c'est important d'être juste, d'être vrai, de pas te travestir, sans quoi ben finalement ça peut être très vite énergivore et puis nous rendre malheureux. Ben c'est surtout qu'en fait, il y a une chose qui est très très accessible, c'est être heureux dans une forme de malheur. C'est-à-dire que quand on se déguise, l'amour ça rend heureux, hein. Mais on est déguisé. Et un jour le déguisement il brûle, il colle, il pique. Et quand on décide de l'enlever, on se rend compte que on a été heureux, Mm. mais on vivait une vie qui n'était pas la nôtre. En réalité, on s'est accommodé à la Complètement, situation. complètement. Mm. Et l'habituation, c'est notre pire ennemi. Ça nous empêche de nous mettre perpétuellement en question. Et c'est la raison pour laquelle je reste avec mon métier de chanteur accompagnant éducatif et social. Parce que je vous jure que quand on a fait un concert de 2000 personnes et que le lendemain, on rentre dans la chambre d'un autiste qui ne sait pas du tout qui vous êtes, mis à part la personne qui va s'occuper de lui, va l'aider dans ses rituels, en termes de remise en question et en termes de miroir, il n'y a pas meilleur remerciement que d'avoir cette forme d'équilibre. Mais j'ai eu rêvé de gloire. J'ai eu rêvé de gloire. Je ne rêve plus de gloire, je rêve de choses pérennes, je rêve d'être un chanteur populaire. Eh bien, écoute, moi, je te le souhaite du fond du cœur. Et puis, tu sais, tu fais partie de ces gens que j'ai en grand respect parce que ils ont l'audace de s'essayer, ils ont l'audace de rebondir, ils ont l'audace de faire fi de leur démon intérieur pour pouvoir essayer de donner encore et encore le meilleur d'eux-mêmes à autrui. Tu vois, moi, c'est pour moi la plus belle des audaces, mais j'aimerais quand même, somme toute, te poser la question suivante. Quelle est ta propre définition de l'audace? Ce qui se passe en ce moment-là. L'échange que nous avons, en toute transparence, en toute honnêteté. Et pour être très très honnête, je suis venu vers toi pour faire cette interview parce que tu me semblais être la seule et unique personne avec qui je pouvais échanger de tout ça. Et je pense que j'ai fait preuve d'audace. Et ça paye parce que on est ensemble. Donc, C'est tellement beau. Eh ben, dis donc, tu m'auras remué le cœur. Je retourne l'interview, il dure pas plus longtemps. Mais j'ai quand même, j'essaie de rebondir en étant centrée, en te disant, tu sais, qu'il y a parfois des gens qui doutent d'eux-mêmes, qui sont mal dans leur peau, qui ont des valeurs qui ne sont pas reconnues par d'autres personnes et ils sont jugés. Qu'est-ce que tu as envie, toi, de leur dire? Est-ce que tu as envie, à travers quelques mots simples, de pouvoir les inspirer, modestement, humblement, à ton image, mais qu'est-ce que tu voudrais dire à ces gens qui doutent d'eux et de leur potentiel? la première chose, faites-le pour vous et ne le faites pas pour les autres. La deuxième chose, nous sommes les uniques acteurs de notre vie et de notre destin. Et nous sommes les uniques acteurs de nos choix. Personne ne peut faire de choix à notre place. On ne se planque pas. On affronte. C'est dur. Ça demande plein de choses. J'espère que on va vers une remise en question sous forme de ayez le courage. Faites preuve d'audace. Vraiment, ayez le courage, faites preuve d'audace. Je sais que c'est pas facile. Et dans n'importe quelle situation qui puisse être conflictuelle psychologiquement, faites preuve d'audace, mais faites-le pour vous. Le faites pas pour rendre quelqu'un heureux. Le faites pas pour ne pas rendre quelqu'un malheureux. Faites-le pour vous. Il y a des gens qui resteront pas. Le tri se fera lui-même. Si tu avais un grand rêve, le rêve le plus fou qui puisse être, quel serait-il? J'aimerais pouvoir être regardé
humainement et artistiquement, très exactement comme j'ai envie de l'être. J'ai pas forcément de rêve de grandeur, mais juste que les gens puissent voir, et pas que pour moi, juste que les gens puissent voir avec clarté les choses, sans se polluer, sans a priori, jugement, Mm. faux semblant. J'aimerais juste pouvoir un jour me montrer et qu'on se dise, ah, ok, et c'est lui, il a ses qualités, ses défauts, mais c'est un mec bien, ou en tout cas il a travaillé pour. Eh ben écoute, franchement, j'y vais cash sur la dernière question. Qu'est-ce qu'au-delà de ces magnifiques paroles, je peux te souhaiter en tant qu'homme, en tant que chanteur, en tant qu'éducateur? De continuer à rester debout. J'arrête avec mes questions. Est-ce que je peux te faire un bisou? Oui, avec plaisir. Oui, avec plaisir. Infiniment. Jérémy, c'était Merci beaucoup. formidable. Merci. Merci beaucoup.